Ici, NitroCG, du coup, nous avons une présentation de Dapr qui va suivre avec les concepts qu'on va présenter en récapitulatif. Donc, on va présenter les secrets, les bindings, les pub-sub, les gestions d'état, les magasins d'état et les invocations de service. Donc, on va tout de suite commencer les secrets, mais avant ça, je vous représente vite fait Dapr. En fait, Dapr, c'est un framework qui permet de découper vos services et de faire des invocations de services et toutes sortes de choses en étant agnostique à plein d'outils. Voilà. Donc par exemple les secrets, si concrètement je veux voir comment fonctionnent les secrets, alors il faut aller voir la doc de Dapr. Alors il faut attention parce que c'est quand vous arrivez sur la doc, vous êtes par défaut sur la master. Il ne faut pas oublier d'aller chercher sur la doc de la version parce que sinon la master, je sais pas quelle version c'est mais c'est pas la dernière. Donc un truc qu'il faut savoir. Donc du coup je vais aller voir les concepts. Et là, du coup, on va retourner voir les secrets. Hop. Du coup, les secrets, c'est vous avez un magasin de secrets qui est agnostique, qui peut être, on va aller voir les secrets de store, ça peut être Kubernetes, Azure, AWS, Google, ça je connais pas. Et vous pouvez aussi maintenant le mettre en local. Du coup, pour faire ça, vous devez créer un. On va tester la manière locale, hein, parce que j'ai pas encore déployé dans le cloud. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous créez un fichier, vous vous mettez, moi je l'ai mis dans ces deux points. Vous créez un dossier, et puis là j'ai appelé secrets. Et j'ai mis un fichier JSON qui s'appelle Dapr Secrets. Vous le nommez comme vous voulez. Et dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des variables. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est des clés valeurs. Et vous pouvez mettre des clés et des sous-valeurs. Donc là par exemple, vous pouvez mettre, je vais laisser par exemple cela. Donc Redis password, donc un password Redis. Là par exemple, ça serait l'adresse SQL, et etc. Enfin, vous mettez ce que vous voulez dans votre connexion string. Et après, une fois que vous avez fait ça, bon, vous clonez l'exemple d'Apre par exemple de .NET. Là on le fait en .NET, hein. Donc j'avais un back-end et un front-end et ça c'était l'exemple avec les météos. J'ai un peu customisé. Donc moi j'utilise Tye pour lancer mes services, hein. Comme ça je fais un Tye run et du coup ça permet de lancer tous les services. Du coup, euh, quand vous lancez votre Tye, votre Dapr, vous lui donnez. Bon, je vais pas vous expliquer ça parce que c'est du Tye, mais vous donnez, vous faites un Dapr run avec le placement où vous mettez vos configs. Donc moi mes configs ils sont mis dans component. Attends, c'est là. Pardon, c'est ici. Component, c'est pas là-bas, hein. Ça c'est le nom de ce que vous allez lancer dans Dapr. Mais en fait ici, ça va lancer un conteneur avec, enfin une extension avec un de ces components et il va lire la config qui se trouve à l'intérieur. Donc pour vos gestionnaires de secrets, vous devez créer un fichier de config, vous le nommez comme vous voulez, et il faut mettre des choses à l'intérieur. Alors les choses qu'il faut mettre à l'intérieur sont définies dans le README des secrets. Attendez, parce que c'est un peu chiant à trouver. Voilà, il faut aller dans concept secret, et après, bon, ça vous explique comment ça marche, hein. En fait, vous avez votre application, vous invoquez une URL particulière, qui est en fait l'URL du conteneur d'Apr que vous voulez aller. Vous voulez l'atteindre, et du coup, vous mettez l'URL secrets, le nom du conteneur de secret, et vous avez la clé que vous voulez récupérer. Du coup, hop. Bon, du coup, vous avez un certain nombre d'exemples. Alors après, il faut trouver. Euh,
Voilà. Donc là, c'est celle-là. En fait, vous allez dans Référence API, Secret API. Et du coup, bon, il vous explique comment ça marche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on paramètre. Donc, c'est bien ça. Vous créez un fichier que vous appelez comme vous voulez. Ça, c'est le fichier qu'on avait vu là. Vous mettez vos clés à l'intérieur, clés valeurs, ou clés et puis liste de sous-valeurs. Et vous pouvez y accéder comme ça. J'essaie de trouver le fichier. Je vais pas le trouver. Alors, secrets. Secrets. Bon, moi je vais pas l'avoir. Bon. Tout à l'heure je l'avais trouvé. C'est dans Component. Bon, on va chercher un peu. Hein. Faut que je me remette là-dessus. Voilà, c'est là. Cette URL là qu'il faut chercher. Un peu dur à trouver pour le local. Il faut surtout se mettre sur la 10, sinon vous ne la trouverez pas. Du coup, vous faites bien votre fichier de config et après vous mettez un fichier de config, dans Components. Bon, là où vous avez mis tous vos fichiers de DAPR. Et du coup, vous mettez ça dedans. Vous copiez tout simplement de ça. Et du coup, on va expliquer. Alors, ils expliquent que c'est peut-être pas expliqué, normalement ça devrait être expliqué. C'est dans la doc plutôt de référence de ce fichier-là. Je vais pas aller chercher après. En fait, en gros, vous dites que c'est un composant, que ça sera un local secret store. Alors vous pouvez mettre, si je vais voir en arrière, alors, je vais en comparer deux. Donc là, ici, on met local secret store. Par contre, on peut mettre, si c'est par exemple, là c'est AWS, on peut mettre Secret Manager de AWS. Puis vous avez des clés à mettre, etc. Ici, quand vous utilisez un local Secret Store, vous mettez un nom ici. Ça, c'est le nom qui va permettre à DAPR de savoir dans quel magasin se chercher. Mais là, c'est un nom que vous devez spécifier. Bon, ils n'auraient pas dû mettre le même nom parce que du coup, on ne sait pas trop si c'est ça ou ça, mais c'est vraiment ça qui est important. Du coup, je vais copier ça. Et le fichier ici, bim, se retrouve avec ça dedans. Donc vous avez, du coup, vous dites que c'est le magasin de secret, ça va être ça va être un local store et son nom, ça va être ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez spécifier le chemin d'un fichier. Donc j'ai mis slash, comme ça il va chercher sur ces deux points. Et si je suis sur un environnement Linux, il va taper dans slash, il faudra que je mette un dossier secret. Du coup là c'est mon fichier qui était ici. Et surtout ne mettez pas ces lignes-là. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait en fait. Ils disent ce paramètre n'est pas requis, la valeur c'est par défaut 2 points. Et ça permet d'avoir des sous-catégories, enfin des sous-paramètres dans le paramètre. En fait, ça renvoie une map. Sauf que si vous mettez ça, il y a un bug, je sais pas pourquoi, il va pas vous lire vos vous pourrez pas accéder à ces trucs-là. Donc du coup, je vous déconseille de le mettre. Moi, je mets comme ça. C'est comme la valeur par défaut, c'est ça, ça surcharge la valeur, mais il doit y avoir un problème dans la lecture. Je sais pas, il faudra que je crée peut-être un ticket. Du coup, on pourra accéder à la clé Redis en aller cherchant Redis. Et si je veux chercher connexion, cette valeur-là, ce sera connexion string .2.sql, comme marqué ici.
Voilà. Et ce qu'on ne fera pas, mais vous pouvez configurer votre Redis, par exemple un composant, en allant chercher par exemple un mot de passe, en disant que le secret store, ça sera le nom de votre secret store, et vous allez chercher le password, vous allez dire que c'est la clé Redis password, du coup, qui va se trouver. Bon, là, ils l'ont pas fait, mais ce sera celui-là. Du coup, là, par exemple, dans mon fichier de config, ça serait Redis password truc. Voilà. Et ça sera le password qui va être mis dans Redis. Nous, on va juste tester qu'on arrive à lire un secret. Donc là j'ai juste configuré des fichiers. C'est vraiment des fichiers de config. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je fais un tie run. Donc ça va lancer tous mes services. Donc on va aller sur le dashboard de taille. Et là, pour que vous puissiez accéder à vos secrets, il faut prendre n'importe quel conteneur exécutable d'Apr. Pas vos services à vous, mais ceux qui sont mis en proxy d'Apr. Donc je prends le port. Et là, on va voir la doc. La doc, elle dit... faut trouver laquelle aussi, hein, par contre. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà, ils disent qu'on peut récupérer le secret en appelant cette URL-là. Bon, il y a des docs un peu partout, il faut chercher, hein, et vous expliquer exactement. Du coup, si je prends Postman, là, je mets bien le port qui correspond à un des conteneurs d'app, on essaiera les deux. Comme ils sont tous liés entre eux, je vais chercher dans les secrets, le nom ça c'est le nom qu'on a mis ici. Et après je demande, non c'est ici, là je demande une valeur. Donc la valeur, on va aller chercher dans le secret. Je vais par exemple chercher Redis password. Voilà. Et là il va me dire, bah ton Redis password, la valeur c'était ça. Ok. Par contre, si je tape Toto, là il va me dire que le secret n'a pas été trouvé. Donc par exemple, si je veux aller chercher la valeur de connexion string. Alors, contrairement à ce qu'ils disent dans leur doc apparemment vous pouvez directement taper en fonction des stores directement en connexion string, mais là ça marche pas. L'implémentation vous oblige à taper connexion string 2 points et la sous-valeur. Et là ça va vous renvoyer le connexion string. Ok. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est que dans la solution de démo qu'ils fournissent, hein, en .NET, je pourrais dire que quand je vais faire un get, je pourrais demander point. En fait, il y a un dapr client. Donc vous incluez dapr client ici dans le framework et vous pouvez faire un get secret. Et du coup, on va faire la même chose. Bon là, je vais pas m'embêter, je vais reprendre ça. Et je pourrais. Alors le premier paramètre, c'est ça, le deuxième c'est ça. Et là je fais un wait. Hop. Et là ça va me renvoyer un dictionary. Voilà. Et là on va voir ce que ça me sort. Donc là, alors par contre, je suis obligé d'arrêter mes programmes et de les relancer. Hop. Alors, une fois que c'est lancé, je me réattache en débugger. Vous vous attachez au processus. Hein. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez être rattaché. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais dans le dashboard et j'appelle mon front-end qui va appeler le back-end. Voilà. Bon, après, ça, faut regarder la démo. Hein. Mais en fait, l'important, c'est de voir ça.
Donc là, j'ai appelé le store, et là, il va me dire, ok, tu as bien une valeur, et ta valeur, c'est connexion string. Donc ça, en fait, lui, ce qu'il fait en interne, hein, c'est qu'il va bien appeler cette URL-là sur le port du conteneur dans lequel vous vous trouvez. Il faut bien comprendre que pour chaque service, vous avez un truc d'app à côté. Donc chaque service, j'ai un front-end et un back-end. Mon front-end, il y a un DAP, et mon back-end, il y a un DAP. Ce que j'aurais pu faire, par exemple, c'est aller, là je suis sur mon DAP du front-end. Si je tape, il va trouver, si je fais une requête dessus, il va trouver la valeur. Par contre, si je me mets sur celui du back-end, alors que j'ai rien configuré d'autre que mon fichier de config du départ, bah lui, hop, il va aussi retrouver. Parce qu'en fait, il y a un concentrateur d'APR qui permet de récupérer toutes les valeurs. Donc là, bah, j'en ai fini un peu pour les secrets. Bon, un truc à savoir, c'est que si vous modifiez vos secrets dans un AWS, etc., je suppose que c'est dynamique. Mais par contre, si vous le faites en fichier texte comme ça, en local, il faut que vous redémarrez vos services. Parce que sinon, il ne relie pas en dynamique. C'est un petit inconvénient, mais les secrets, normalement, on ne les modifie pas beaucoup. Donc si, je vous montre quand même, du coup, mon projet... alors, mon projet de Redis, par exemple, on verra juste après, mais on va quand même tout mettre. Le state, le gestionnaire de state, par exemple, il passe par Redis. Et au lieu de mettre, du coup, le Redis password, vous mettez ça en commentaire. Ma valeur, il n'avait pas, hein. J'avais pas de password, bah, je peux directement mettre ça. Du coup, ça va lui dire, trouve-moi le password, trouve-moi le mot de passe dans la clé de secret qui s'appelle Redis password. Et dans l'authentification, dans le hot d'authentification dans la gestion de hot, vous avez quel nom de secret hot que vous utilisez. Donc là, ça sera ça. Et du coup, ici, il faut bien que j'en ai une qui existe. Bon, là, elle est vide, du coup. Ça, c'est pour ça, j'en ai fini, du coup, pour les gestionnaires de secrets. Bon, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir comment on enregistre un état. Donc là, en fait, on l'a déjà fait parce que je ne vais pas montrer, mais comment ça fonctionne. Pour gérer les états, donc vous avez dans votre component un fichier que vous nommez comme vous voulez, mais il faut que le composant, ça soit un composant, un peu comme le secret store, c'est la même chose, hein, c'est à peu près les mêmes données. Vous lui donnez un nom. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'utilité pour l'instant. Et vous lui dites que c'est de type state. Donc là, ça va être un gestionnaire d'état, un magasin d'état. Et vous lui dites qu'il va être de type Redis. Alors c'est pareil, vous avez de manière agnostique, vous avez, je vais fermer tout ça. En fait, vous passez toujours par DAPR et lui, il va gérer tout ce qu'il veut. Alors le magasin d'état, vous pouvez enregistrer des états, les modifier, etc. Et vous avez possibilité de mettre un tag. Il y a un tag automatique sur vos états. Et vous pouvez vérifier que le tag est le même. Et si jamais vous sauvegardez un état en utilisant le tag, si le tag a changé, ça veut dire que vous ne modifiez plus la clé qui est à distance. Et du coup, ça peut vous permettre de dire bah non, je ne dois pas updater parce qu'il y a quelqu'un qui est passé. Donc vous pouvez utiliser Redis, Postgre, CosmoDB, un peu ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, hein, ce qui est prévu. Alors peut-être qu'au fil des temps à venir, ils ajouteront des connecteurs. Alors, apparemment tout est fait en Go, donc si vous êtes familier avec ce truc, vous pouvez rajouter quelque chose, ben, ça peut être pas mal. Donc moi j'ai utilisé Redis, parce que bon, sur ma machine, autant utiliser Redis. C'est le plus simple à installer, pour moi. Donc ici, du coup, vous mettez que c'est du Redis. Ah, tout est documenté, hein. Du coup, j'ai dit que c'était du Redis. J'ai dit que, ben, ok, ben, ça va être ça.
localhost, machin. Et du coup, j'ai lancé une commande. Alors, j'ai un Redis qui tourne en Docker. Donc, j'ai juste dit que c'était à tourner sur le port 63, 79. J'ai pris la config par défaut. Et du coup, j'ai un Redis qui tourne sur ma machine. Suite à ça, vous faites ça et dans le contrôleur de votre méthode, vous avez de votre service. Vous prenez n'importe quel contrôleur, par exemple j'ai fait un post, et quand vous sauvegardez un état, c'est cette ligne qui vous intéresse, vous publiez sur le store, donc ça c'est le default, c'est le nom qui est ici. Donc tout à l'heure j'ai dit que ça servait pas à grand chose, mais en fait si ça sert, parce que vous pouvez avoir plusieurs magasins. Et du coup, vous envoyez une donnée. Donc la donnée, elle sera sauvegardée sous ce nom-là. Et elle va être sérialisée en JSON et elle va valoir tout ce que vous lui donnez. Donc là, par exemple, ici, si je fais ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Hop. Yes. Ok. Donc là, par exemple, si je vais poster une donnée sur mon store, enfin, sur l'URL du bac, donc ici, je vais me retrouver ici, c'est mon poste qui va arriver là. Donc le contrôleur s'appelle Weather Forecast, et je poste. Et du coup, dedans, je passe un tableau de Weather List, Weather Forecast. Donc c'est bien ce que j'ai là, donc je peux en mettre plusieurs. Bim. Et là, j'envoie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va envoyer un état. Et du coup, dans mon Redis, tout simplement, je vais avoir mon état ici qui va être là. Donc là, si je modifie, j'ai bien mes deux valeurs. Et si vous voulez lire votre état, là, en fait, j'ai un service qui me fait un get, et le get, lui, ce que ça fait, bon ça je vais l'enlever, ça récupère l'état, et l'état a une valeur. Alors vous pouvez directement faire un get state, hein, mais ça va vous renvoyer la donnée complète. Mais si vous voulez savoir s'il y a quelque chose, hein, si les valeurs des états et pouvoir les re-sauvegarder derrière, vous faites un get state entry. Ça veut dire que vous avez un état avec un état qui peut être sauvegardé. Donc là par exemple, je récupère l'état, si j'ai pas de valeur, je mets des valeurs aléatoires, et après je le sauvegarde. Et du coup ça va me permettre de gérer un cache par exemple. Et après je récupère ma valeur. Mais par contre, si j'ai quelque chose, ben en fait, ça va directement l'envoyer. Donc si je vais dans le dashboard et que j'affiche vidéo, j'ai bien mon ZZ et YY. Donc si par exemple ici, je vais poster et que j'enlève mon YY, bim, ici, je vais bien avoir un ZZZ. Par contre, si par exemple je supprime la clé Redis, hop, yes, et que je réaffecte ici, là il m'a pris, c'était cette valeur là, il me reprend des valeurs il me génère des fausses valeurs et il l'enregistre dans le state. Et lui, du coup, si je vais rafraîchir, il m'a recréé un état et du coup il m'a remis toutes les valeurs à l'intérieur. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les états. Après, il faudrait voir sur un environnement distribué comme ils mettent. Si un Redis clusterisé, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, je fais vite, hein, c'est pour faire un résumé. Et après, vous pouvez, on va voir l'invocation de service. Du coup, pour invoquer un service, vous regardez un peu la doc, et du coup, ce que ça dit, c'est que votre service ne va pas directement invoquer un service, mais il va passer dans Dapr, dans le runtime Dapr, qui va l'envoyer à un autre runtime Dapr qui est lié au deuxième service. Et comme ça, ça permet d'être agnostique. Et vous pouvez changer n'importe quoi par n'importe quoi. Et
n'importe quel techno, n'importe quel URL, n'importe quel serveur, et directement ça va fonctionner. Puisque on peut le déployer facilement dans Kubernetes. Voilà, donc on va avoir la doc. Bon, il faut la lire, hein. Moi je me la suis tapé, c'est pas très compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent en gros? C'est que vous devez aller dans vos composants et vous créez un. Ah non, vous n'avez même pas besoin de faire ça, pardon. Excusez-moi. Une fois que vous lancez vos conteneurs avec du Dapr, vous faites Dapr run et puis le nom du service que vous voulez lancer. Pour moi, c'est fait directement avec Time. Mais bon. Ouais, voilà, vous faites ça. Le port, son nom c'est très important, et du coup les applications. Donc moi dans mon dashboard, j'ai un front-end et un back-end, et à chaque fois que vous liez à Dapr, vous avez forcément un truc à côté qui s'appelle un peu près pareil, mais qui fait tirer Dapr. Donc ça c'est ce qui lie votre service à un autre, et quand vous appelez back-end à front-end, en fait ça passe de back-end Dapr jusqu'à front-end Dapr. Donc voilà, donc le nom ici est très important, et celui-là aussi. Donc moi quand je vais voir mon fichier de config, j'ai mon front-end et mon back-end qui vont dire bah ça va être le nom de mon projet .NET, et ça mon projet back.NET. Du coup, quand je veux invoquer un service, là on vous n'avez pas vu le code, mais en fait vous faites dans votre projet .NET, vous ajoutez Dapr ASP.NET Core Dapr en extension. Attendez, c'est dapr.ASP.NET Core. Et après, vous ajoutez, bon, c'est dans la doc, hein, vous ajoutez les services comme que vous ajoutez les clients Dapr en donnant le format de serialisation JSON que vous voulez utiliser. Et bon, moi j'avais activé ça pour les événements, mais c'est peut-être pas nécessaire pour vous. Et du coup, ici, vous mettez dans ma page web, hein, qu'on voit ici, celle-là, ça fait appeler le back. Donc ici, c'est du Razor, hein, tout simple. Et ce que ça fait, c'est que j'ai un get, et mon get va chercher mes clients sur un web client. Alors c'est exactement l'exemple qu'il donne en taille, hein, sauf que j'ai modifié la méthode d'appel. Avec taille, ils font un exemple en appelant directement HTTP client, où ils ont modifié la base URL à la volée. Nous, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on utilise le Dapr client, et on va invoquer une méthode, et on va lui dire, bon, ok, invoque-moi ma méthode du service backend, et tu vas faire un get sur l'URL getWeatherForecast. Et ça, automatiquement, ça va aller chercher, donc là je suis ici, ça va appeler ça, ici pardon, et ça va passer ici pour atterrir là. Parce qu'en fait, personne ne sait où se trouvent les services, à part Dapr. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que je relance un run de taille, ça change les ports, du coup ça me permet aussi de vérifier que j'ai pas fait de bêtises dans mon code. Et ça fonctionne. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait ça? On va aller voir s'il explique. En fait, ça va appeler, quand j'appelle ça, automatiquement lui il va créer une URL là, et il va invoquer. Donc moi c'est comme si je faisais cet appel sur ça, j'invoque. Après il y a le nom du service, donc moi ça sera backend, parce que je vais nommer backend mon service, et après j'ai WeatherForecast. Et du coup je fais un get moi. Alors le port qu'il faut spécifier, c'est le port qui est défini dans mon conteneur Dapr du mon service local. Si je fais ça, raté, invoke backend, qu'est-ce que je loupe? Non pardon, c'est lui alors. Non plus.
posting. C'est l'effet démo. Hein. Ça c'est l'ingress, le composant c'est bien backend. Ah, c'est comme s'il trouvait pas le... Bon, en fait, du coup, on doit bien... Ah oui, ok, c'est pour ça. Il tourne ou il tourne? Ah bah, est-ce qu'il tourne au moins? Oui, il tourne. À moins que j'ai changé son nom. Ça m'étonnerait. Que se passe-t-il? Ah oui. Bon, là, ça marche. Donc, du coup, bon, j'ai fait une erreur dans mon... Je sais plus ce que j'ai tapé, mais... Ah oui, j'avais oublié mon truc, comme d'habitude. Du coup, le but, c'est d'appeler celui-là, mais le service ne va pas directement appeler ça. Le service doit appeler un conteneur tap invoke. Ah oui, attendez, c'est moi qui me trompe. Tac. Ah, c'est ça. Donc, en fait, lui, quand vous appelez ici le getState, pas le getState, je dis n'importe quoi, le invoke, lui, il va recréer cette URL là. Et il va invoquer le service backend avec la méthode WeaverForecast. Donc lui, il va trouver le service backend et il va appeler ce truc là. Donc en gros, ça va appeler cette URL là en fait. Alors ce qui est génial quand même, c'est que si là j'ai tapé sur le port 63.300.230, oui, c'est lui directement du service backend, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il appelle ça. C'est bien le DAP du front-end qui appelle. Et lui il fait le lien et il sait appeler le service, alors que c'est même pas chez lui. Voilà, bon ben ça c'était pour le post et après vous pouvez, je pense que vous pouvez, bah, c'est tout. Voilà, du coup en verbe vous avez tous les verbes après HTTP. Voilà. Du coup vous pouvez invoquer un service aussi en gRPC, hein, exactement par ça. Donc si vous arrivez à appeler ça en gRPC, ben, vous avez gagné, il me semble. Donc ça c'était pour les appels de service, vous n'avez rien besoin de savoir de plus. Ça c'était un peu le plus simple. Et du coup on va passer au suivant. On a fait les services, on a fait les états, on a fait les secrets. Et là on va partir un peu sur plus costaud. Les publish and subscribe. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de... Imaginez vous avez comme un WebSocket et vous êtes abonné à un serveur, à un service, à un channel. Et vous recevez par exemple une notification de commande pour modifier une page à la volée ou exécuter un traitement quelconque. Par exemple avoir un dashboard d'événements ou je ne sais quoi. Bah, vous pouvez utiliser les publish and subscribe. Donc c'est très peu couplé, ils disent, entre les envois et celui qui récupère, et vous l'envoyez sur des topics. Donc pour faire ça, est-ce que je l'ai ouvert? Ouais. Il faudrait que je trouve la page qui explique tout ça. Voilà, ça c'est très bien. En fait c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des magasins de PubSub. Alors là par exemple j'ai utilisé, là c'est Redis. Donc on va regarder.
Mais vous pouvez utiliser RabbitMQ, un peu ce que vous voulez. Mais là, attention, ce n'est pas persistant. Donc si vous n'avez aucun écouteur, le message est perdu, hein. C'est vraiment en mode web, comme le WebSocket. Du coup, ici, vous avez besoin de créer un fichier de config pour votre message, donc PubSub. Alors du coup, là, vous créez un composant, vous mettez un nom, et vous lui dites ce que c'est. Donc là, ce sera pubsub.redis, mais vous pouvez mettre pubsub.rabbitmq, par exemple. Bon, ça, c'est dans la doc. Et pareil, vous mettez où se trouve votre Redis. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est configurer. Hop, ça je vais le laisser parce que sinon il faudra que je redémarre. Du coup, vous avez besoin de dire qu'à chaque fois, par exemple, j'ai fait un test. Moi, si je devrais redémarrer quand même. Donc du coup, ça je vais l'enlever. Par exemple, à chaque fois que je vais poster une donnée, ben, je vais dire combien j'ai posté de données. Hop, on va faire ça, ça, j'ai pas trop. Donc on va publier un événement sur... Je l'arrête. Donc je vais publier un événement sur le state... non, pardon. Non, c'est ici. Je vais publier un événement sur le message bus et qui va poster un message sur ce channel-là. Donc ça c'est quoi? C'est dans le PubSub, c'est le nom de mon message sub. Hein. Pas à se tromper, sinon vous n'allez rien recevoir. Déjà, vous ne pouvez pas publier, vous n'allez pas recevoir. Donc là, ici, du coup, ce que je fais, c'est juste que j'ai créé un message ici, un record de .NET, et j'ai juste mis une donnée de nombre d'envoi, nombre d'objets envoyés, enfin reçus, quoi. Du coup, là, je reçois par exemple 2 données, ben là, je vais dire que j'en ai reçu 2. Donc là, je vais poster sur ça. Alors, pour récupérer, une fois que vous avez envoyé votre message, c'est de manière totalement asynchrone, ça sera le gestionnaire de stream qui va, enfin de PubSub, qui va vous réenvoyer le message sur un autre, sur une URL. Et l'URL, ça doit être quoi? Ça doit être une URL qui a comme route une route qui s'appelle post, le même nom que vous avez là. Voilà, mais surtout ce qui est important, c'est le topic. Le topic, ça doit avoir le même nom. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il a pas. Il devrait avoir ce nom-là normalement. Mais il doit avoir ce nom-là normalement. Parce que j'avais bidouillé. Attendez, je cherche. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est. Ça doit être ça, je pense. Du coup, là, je publie sur le message bus machin, et normalement, je vais recevoir un message ici. Donc, pour le vérifier, on va aller redémarrer mes services, et je vais juste faire un post HTTP. Hop, je redémarre, je relance le dashboard, hop, hop, et je vais dans le front, on attend qu'il soit démarré. Voilà, et je vais dans le dashboard ici. Et là, normalement, ça a dû me créer, voilà, j'ai bien mon stream Weather Forecast Data, donc ça marche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va débugger, on va réattacher au processus de debug. Et ce que je vais faire, c'est que je réaffiche ça. Alors, du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais poster ma donnée. Du coup, j'arrive ici. Donc là, j'ai posté ici un tableau d'un seul élément. Et ici, je vais poster une donnée sur le bus qui s'appelle comme ça. Et là, poum, je reçois ma donnée. Et là, ça va me dire, bah, j'en ai reçu un. Donc on va vérifier que ça marche. C'est que je vais en créer 3. 1, 2, 3. Et là, ça va me dire, ok, j'en ai reçu 3.
Donc là, c'est assez cool. Et ça permet de mettre vos services un peu n'importe où. Et puis voilà, voilà. Donc il faut bien mettre les tags subscribe. Alors en DAP, ça marche pas qu'en .NET, hein, ça marche en plein de langages différents. Et c'est vraiment pas mal. Et après, si vous pouvez faire même votre propre implémentation, c'est pas très compliqué apparemment. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la partie pub subscribe. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la partie la plus utile pour moi, c'est les ressources binding. Les ressources binding, c'est comme les pub sub, sauf qu'elles sont persistantes, jusqu'à ce que quelqu'un les consomme. Alors, les gestionnaires de binding, vous avez toute cette liste. Mais je vous déconseille d'utiliser, tant vous ne pourrez pas, utiliser ceux qui ne gèrent pas le input binding. Pourquoi? Parce qu'au début, je voulais utiliser Redis pour faire ça, sauf qu'il y a impossibilité de créer des événements directement. Du coup, j'ai utilisé RabbitMQ. Donc du coup, j'ai bien un RabbitMQ qui tourne en Docker. Sur le port, ça doit être celui-là, je crois, ou celui-là. C'est celui-là. Donc si je vais voir localhost, bim. Ah bah non, raté. Raté, c'est quel port? Quel port? C'est dommage. Ah, c'était celui-là plutôt. Voilà. Alors par défaut, c'est guest, le mot de passe. Hein. Ça à savoir. Alors, la console, elle nous dit ce qui se passe. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la queue. Donc, pour faire ça, une fois que vous avez installé votre RabbitMQ, vous allez dans vos fichiers de config et vous créez un config binding. Et là, binding, vous mettez le nom de votre bus et vous avez le type, du coup, binding.Redis, mais vous pouvez aussi mettre RabbitMQ. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mais rappel, le Redis ne fonctionne pas en input, donc jamais vous pourrez envoyer un message à partir de DAP. Du coup, vous mettez le nom de votre queue. Donc là, c'est un nom que vous voulez, hein. C'est ce qui sera créé directement, automatiquement dans le channel. Et vous avez des choses. Alors là, par exemple, ça, il ne faut pas le mettre. Parce que sinon, ça veut dire qu'au bout de 60 secondes ou 60 millisecondes, je sais plus, ça va le supprimer le message. Alors, ce qui est bien, c'est que vous tapez sur le GC1 que vous voulez, ben vous avez directement ce qu'il faut mettre. Donc là, c'est en secondes. Donc si vous le mettez pas, le message ne va jamais expirer. Donc ça peut être dangereux sur le fait que... je vais pas le mettre quand même, moi. Sur le fait que... s'il y a personne qui consomme les messages, ça va monter, et puis au bout d'un moment... Alors, autant sur les pub-sub, vous pouvez mettre autant de fils que vous voulez, sauf que sur les bindings, c'est un peu particulier. Le nom du bus, ça sera le nom que vous allez utiliser pour récupérer. Donc c'est un peu limitatif, mais du coup, il faut peut-être créer plusieurs fils. Je pense qu'il faudra créer plusieurs fils si vous voulez être un peu dispatché un peu partout. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, bon, je vais l'arrêter. Au lieu de publier un événement, je vais publier un binding. Donc c'est toujours la même chose. Là par contre, je vais dire que c'est dans le conteneur, le composant WebRDS. Et je vais lui dire que je vais appeler une méthode. Alors ça, c'est pas documenté, ou j'ai pas vu, mais l'opération, c'est tout le temps create. Alors, je pense qu'ils vont revoir l'API après, mais
actuellement, on peut faire que create et on est obligé de le dire. Et c'est pas du tout le nom d'une file que vous allez mettre ou non, c'est create pour dire qu'il va devoir créer sur le bus un message. Donc c'est pareil, j'ai mis là exactement la même chose que le publish event avant. Donc pour ça, il faut faire très attention. C'est que là aussi, qui c'est pas très documenté, enfin même pas quoi, j'ai un peu galéré. C'est qu'il faut vous créer une route qui soit le même nom que le bus que vous avez créé. Et vous mettez HTTP post et dans le body vous allez récupérer la donnée que vous allez envoyer dans votre contrôleur. Donc c'est bien, j'envoie un post WebWorkcast data et là du coup vous recevez bien un truc comme ça. Et vous allez envoyer une réponse, c'est très important. Si la réponse n'est pas une 200, le magasin va refuser de consommer le message et il va vous renvoyer après. Alors c'est documenté quelque part, je ne sais plus. Bon, en gros, si ça reçoit une 500, je pense que ça... Attendez, je sais pas si... Je l'ai vu plusieurs fois, mais... Ok, des trucs qui sont pas trouvés. Oh. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bon, bah les pages sont pas trouvées. Bon, c'est pas très grave. En gros, il faut envoyer 200 pour dire que c'est un consommé. Alors, il faudra voir s'il n'y a pas un 201, 202, etc. Mais il faudra tester. Donc là, par exemple, si je relance mon projet, hop, ici, lui, il va récupérer ma donnée. Donc là, par exemple, je vais attendre 5 secondes avant de lui dire « Ok, c'est bon, j'ai consommé. » Et on va aller voir ce que ça fait. Débugger. Rattaché au processus. Alors là, du coup, je fais un post. Donc, pour rappel, le post va envoyer dans le bus. Donc j'envoie. Ah! Ah, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il me dit qu'il n'a pas pu envoyer sur ce truc-là. Ah bah, je suis déçu. Je vais tout fermer. Je suis bien sur une file embedding RabbitMQ, WebBus. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout arrêter. Je vais aller dans RabbitMQ. On verra s'il ne faut pas un host. Je l'avais peut-être testé avec un host. On va redémarrer. Hop. Du coup. Donc on vérifie que tout s'est lancé. Ok. Et là je vais faire un post. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. À mon avis, il y a un truc qui n'était pas bien lié. Donc là, par exemple, il a reçu, on voit qu'il a reçu au total 1.
Donc là il l'a consommé. Donc on va se mettre en debug. Débugger. Exécuter. Donc là ici il va mettre 5 secondes pour le consommer. Donc en fait, du coup... ça va être 10, j'en ai plus besoin. Je vais faire 2 postes. Et là ici, j'ai reçu une donnée. Du coup, il y en a 3 dedans. Donc ça c'est bien, c'est parce que j'ai envoyé 3 données là, à l'intérieur. Et je l'ai fait 2 fois. Donc en fait ici, Rabbit normalement... Ah oui, mais... Ok, je fais ça. Sinon, il a bloqué l'exécution sinon. En fait ici, ce qui se passe, c'est que j'ai bien 2 messages. Et tant que j'ai pas une réponse OK, ben... il va pas me le manger. Voilà, là il a mangé mes 2 machins. Alors ce qui se passe, c'est que si par exemple ici j'arrête tout et je me dis que ben j'ai pas de route Weaverbus. Donc là par exemple je dis que ben, si je mets pas de route, il mettra si je mets Weaverbus 1, il est plus lié. Hein. Donc si donc là je relance. Et là ce qu'on va voir c'est que vu que je suis plus lié avec le nom du bus, je vais il va jamais m'envoyer les données. Donc ici, j'ai bien une queue qui a 0 message. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 fois l'envoi. Et du coup, lui, il a reçu 5 messages. Donc là, bon, ok, 5 messages. Donc là, il va essayer tous les X temps à l'envoyer. Alors je sais pas, il faudrait voir la doc de GravityMQ, tous les combien il l'envoie, ça doit être paramétrable. Voilà. Donc là, ok, pas de problème. Ça garde bien les messages. Contrairement au PubSub, que si jamais vous n'êtes pas enregistré, ben, vous n'avez pas souscrit au channel, ben, jamais vous allez recevoir de message même après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon serveur et je vais dire que ben, je me rebranche sur le message sub. Donc imaginons que là, en fait, ça simule le fait que ben, vous avez un service qui est tombé et qui était sur cette route-là. Et du coup, les messages n'ont pas été consommés. Donc imaginons on envoie un mail différé, vous utilisez ça, bah ok, envoie-moi le mail sur cette commande-là et ça va le faire tout seul. Du coup, là j'ai changé le bus et je renvoie. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que normalement au bout d'un certain temps, il va envoyer des messages. Donc après, je sais pas s'il n'y a pas un délai avant d'ouvrir une retentative, je sais pas. Voilà, là il a envoyé un message. Et tous les 5 secondes, comme il va recevoir un message OK, lui il va dire j'ai consommé, etc. Et du coup, par contre, si vous avez un message, une réponse qui n'est pas OK dans la consommation du message, ça va le garder dans la file. Il faut quand même traiter les erreurs. Donc c'est ces trucs-là. Voilà. Alors du coup, ici, ben là, ce qu'on a vu, du coup, c'est un peu les concepts. On va pas voir les acteurs. Alors les acteurs, c'est vous permettez de exécuter un bout de code dans le cloud. Mais ça, on va pas rentrer dans les détails parce que pour l'instant, j'ai aucune valeur ajoutée sur ces choses. Et ça non plus, parce que moi, la métrique, c'est utilisé par taille, mais il faudra que je m'y intéresse après. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà un Grafana qui tourne, si vous voyez, sur Elastic.
C'est celui-là ou celui-là, je sais plus. J'ai déjà un élastique qui tourne avec taille, donc après, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de le configurer comme ça. Parce que quand je vais le déployer, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, voilà. Donc en fait, si je fais un post, là, si je refresh, là, il a mes données de mon post. Donc voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à dire sur Dapr pour le moment. J'espère que ça vous permettra un peu de comprendre plus les données. Et n'oubliez pas que Dapr vous permet de déployer sur Kubernetes très facilement. Donc ça, on verra dans un prochain tutoriel à venir. Donc c'était Nitrof CG. Donc si la vidéo vous a plu, appuyez sur le petit pouce, ça aide. Et puis suivez la chaîne. Merci. Au revoir.